très heureuse de vous retrouver en direct dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Bienvenue à tous. Depuis 4 ans, elle imprime sa marque à la tête de Paris, la capitale française. Sa personnalité, ses choix, ses mesures ne laissent personne indifférent. Saluée, parfois critiquée, Anne Hidalgo, la maire de Paris, est l'invitée aujourd'hui d'International. Avec elle, nous évoquerons l'actualité de la planète qui s'invite chaque jour ici à Paris. Mais pour ouvrir ce magazine, une chanson. Son nom, Merci. Merci, c'est le prénom donné à une petite fille née en Méditerranée sur un bateau qui sauve les migrants. Merci a été choisie hier soir pour représenter la France à l'Eurovision. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, il n'y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Alors il y a quelques jours, vous aviez tweeté pour cette chanson, Merci. J'ai envie de vous demander pourquoi, et elle a gagné, hein, pourquoi souhaitiez-vous que cette chanson porte la voix de la France au concours de l'Eurovision en mars prochain à Lisbonne? C'est une belle chanson, déjà sur le plan musical. C'est une Madame, Monsieur qui chante, sont vraiment un groupe intéressant, très intéressant sur le plan artistique. Puis bien sûr le contenu de cette chanson qui moi me touche beaucoup parce que je trouve que c'est peut-être le plus beau message universel de la France qui renvoie à son histoire d'accueil, à son histoire de main tendue, à son histoire de patrie dans laquelle les grandes déclarations universelles des droits humains ont été énoncées. Et je trouve que c'est d'une très grande actualité. Alors justement, est-ce que votre soutien à cette chanson, c'est une façon de vous inviter dans un débat parfois très vif en France sur la question de l'accueil des migrants? Vous savez, je suis plus une actrice qu'une commentatrice des débats français. Paris est une ville qui, depuis maintenant la mi-2015, est confrontée à des arrivées très importantes de migrants, de réfugiés. Comme je le dis souvent... Mais c'est une façon de faire entendre, excusez-moi du jeu de mots, votre petite musique? C'est pas ma petite musique, je pense que c'est la petite musique d'une grande partie des Français, les associations humanitaires, les autorités religieuses, je pense aux messages très forts qui ont été envoyés, y compris par Monseigneur Aupetit qui vient d'arriver comme archevêque de Paris et avant lui André XXIII, mais au-delà des autorités religieuses, toute la société civile est très mobilisée. Et nous, à Paris, en tant qu'élu parisien, avec toute mon équipe, et d'ailleurs très large, parce que ce n'est pas simplement un sujet qui a été porté par la majorité municipale, une partie de mon opposition nous a soutenus aussi, c'est de dire, voilà, on est confronté à cette arrivée de femmes et d'hommes et d'enfants qui sont dans une situation de misère et il nous faut organiser cet accueil conformément aux valeurs aussi de la République française. Alors on reviendra sur cette question, mais avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ce focus. C'est votre parcours ces dernières années en tant que maire de Paris. Il est signé May Vallot et Benoît Tricot. Discrète, effacée, timide, c'est ainsi que beaucoup vous décrivaient avant que vous ne vous lanciez à l'assaut de la capitale française. Peu imaginaient la détermination qui se cachait derrière ce sourire. J'aime la confrontation. J'aime même quand il y a un échange un peu musclé. Vous savez, il vaut mieux plutôt que d'esquiver. Un trait de caractère né peut-être de votre histoire personnelle, celle d'une enfant d'immigrés espagnols qui grandit à Lyon et qui devient française à l'âge de 14 ans.
Inspectrice du travail, vous vous engagez sur le tard en politique. Les Parisiens vous découvrent véritablement en 2001, lorsque Bertrand Delanoë, élu maire de Paris, vous choisit comme numéro 2. Dans son ombre, en silence, les dents serrées parfois, vous apprenez et vous préparez. J'existe, je suis là. Une fois élue, débarrassée de l'encombrant rôle d'héritière, au-delà du slogan « Paris qui ose », vous vous révélez tenace, malgré la critique. Au nom de l'environnement, vous vous attaquez à la circulation dans Paris, mais polluez votre image. Les automobilistes, pris dans les bouchons, râlent. Bien sûr qu'on aura toujours besoin de voitures et nous ne sommes pas anti-voiture, nous sommes anti-pollution. Au nom de la mixité sociale, vous imposez toujours d'une main de fer un centre d'accueil pour SDF au très chic 16e arrondissement. En pleine crise des réfugiés, vous prenez à contre-pied le gouvernement socialiste avant d'annoncer la création d'un centre humanitaire au nord de la capitale. Je pense que Mme Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe en tenant les propos qu'elle a tenus sur la nécessité de l'accueil des réfugiés en France. Avec la COP21, vous placez la ville lumière au cœur du défi climatique. Vous devenez quelques mois plus tard la présidente du C40, ces grandes villes du monde qui luttent contre le réchauffement de la planète. Avec la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, voilà Globetrotter, une candidature dont vous ne vouliez pas au début, mais un défi que vous avez relevé. Il en faudra pourtant plus pour faire taire vos détracteurs qui vous reprochent de n'en faire qu'à votre tête. Elle ne s'est pas du tout rendue compte que les temps avaient changé, que l'opinion était en train de basculer vis-à-vis d'elle. Première femme maire de Paris, vous êtes aussi une des rares personnalités politiques de gauche à occuper l'un des postes les plus importants de la République. Une gauche submergée aujourd'hui par la vague Macron. Anne Hidalgo, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde nous ont rejoints. On va aborder les grands dossiers auxquels vous êtes confrontés en tant que maire de Paris. Mais avant tout, depuis hier soir, on connaît le nom des 4 candidats déclarés pour prendre la tête du PS. Allez-vous en soutenir l'un d'entre eux ? Non, j'ai décidé de garder la liberté qui est la mienne. Le Parti socialiste est un très grand parti, c'est le parti de Jaurès. Je suis toujours membre de ce parti, je ne l'ai pas quitté. Mais je pense que le processus va être long, le processus de reconstruction. Je ne suis pas sûre que la façon dont il a été engagé nous permettra de sortir rapidement. Vous avez parlé de champ de ruines pour le PS, hein. Oui, un champ de ruines, mais en même temps avec des militants qui restent attachés, avec beaucoup de femmes et d'hommes qui ont encore un espoir, qui aimeraient qu'une force social-démocrate, écologiste, européenne, c'est comme ça que je définis mon attachement au Parti socialiste. On souhaiterait vraiment que cette force-là puisse exister, mais j'ai choisi la liberté, donc je ne vais pas m'engager dans la bataille interne. Le fait que ce soit 4 hommes, pas de femmes, parmi les candidats, vous le regrettez ou qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un peu anachronique ? Vous savez, il y a des femmes qui auraient pu être candidates, moi par exemple, et je n'ai pas voulu l'être. Donc je ne peux pas non plus faire le reproche alors que je ne suis pas allée vers cette candidature pour des raisons que je viens d'expliquer. Je pense que ça va être long, qu'il faut se poser des questions de fond, qu'on part un peu trop vite dans une logique de congrès comme celle qu'on a déjà connue par le passé. Mais je vais rester dans la liberté qui est la mienne, à la distance qui est la mienne, et en essayant d'aider quand même cette grande famille sociale démocrate européenne, parce que je pense que c'est par l'Europe qu'on arrivera sans doute à trouver un chemin de la place de cette formation politique. Je discute beaucoup avec des personnes que j'apprécie, que j'admire, comme Antonio Costa, le Premier ministre portugais. Je discute beaucoup avec Pedro Sanchez, qui est le leader actuel du Parti socialiste ouvrier espagnol. Mais vous nous dites que ce n'est pas un sujet, la place des femmes dans le parti. Alors, et la possibilité de voir enfin je dis émerger... simplement que si je vous disais aujourd'hui c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de femmes, on dirait pourquoi tu n'y es pas allé. Donc je veux laisser ce sujet-là de côté. Ce qui est un problème, bien évidemment, dans la vie politique globale, et pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui vont vers ce type de responsabilité, c'est qu'on est dans un monde extrêmement dur et violent pour les femmes. On ne leur pardonne rien, il faut qu'elles bossent 15 fois plus que des hommes pour arriver au même niveau, et dans la vie politique encore plus. Il y a une représentation
de l'exercice du pouvoir au féminin qui est caricatural, que les médias d'ailleurs caricaturent régulièrement. Je pense à beaucoup de journalistes politiques qui regardaient, le reportage que vous venez de faire n'est pas caricatural du tout, c'est pas le sens de mon propos. Mais avant d'être maire de Paris, j'étais soi-disant inexistante, j'avais pas les épaules. Vous croyez que ça peut être vrai? Vous croyez pas que dans la vie, ce sont des processus de construction qui vous amènent un jour, qui vous conduisent à pouvoir assurer des responsabilités? Il y a un regard sur les femmes qui n'est pas le même que celui qui est porté sur les hommes et qui dissuade sûrement beaucoup de femmes. Et puis, il y a les partis politiques. Et bien évidemment, je finis là-dessus. Les partis politiques sont quand même des grandes machines construites par des hommes sur des modèles extrêmement masculins. Donc, il faut que ça change. Ça va prendre du temps. Anne Hidalgo, si vous ne vous présentez pas à la direction du PS, est-ce que c'est parce que vous avez décidé de vous consacrer et de vous concentrer sur la mairie de Paris, parce que 2020 ne s'annonce pas facile comme bataille, sachant que Emmanuel Macron a des visées sur la capitale éventuellement, qu'il a un électorat que son mouvement En Marche a fait des scores extrêmement élevés aux législatives, que lui-même a été très haut à la présidentielle, beaucoup plus haut que le candidat du PS. Mon choix, ça a toujours été Paris. On m'a proposé, j'ai eu des opportunités, soit de partir vers des mandats parlementaires, soit y compris de rentrer dans un gouvernement. Mon choix a toujours été Paris, y compris lorsque certains me disaient « mais quand même, tu te rends compte peut-être que jamais tu arriveras à être maire de Paris » parce qu'avant 2014, il y en avait beaucoup qui ne pariaient pas vraiment. Parlons d'avenir. Oui, mais je vous dis pourquoi mon choix est cohérent et c'est un choix pour moi historique. Il fonde mon engagement. Mon engagement, c'est Paris. Et lorsque je me suis présentée en 2014, j'ai dit aux Parisiens, je n'ai pas d'autres visées. Mon adversaire à l'époque était dans une démarche où Paris était aussi un lien pour elle avec l'engagement national. J'ai toujours dit, Paris est pour moi... Et donc en 2020, si Macron présente quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie politique, vous savez. Heureusement que dans la vie politique, il y a du débat, de la confrontation, il y a des élections. Je pense que les hommes et les femmes politiques ont le courage de remettre en cause toujours leur mandat, leur rapport aux citoyens. Ça fait partie du jeu politique. Mais mon engagement, c'est Paris. Et ça l'a toujours été. Donc je n'ai pas varié là-dedans. Alors, et juste dernier point, je pense que ce qui s'invente aujourd'hui à l'échelle des grandes villes mondes, y compris du point de vue des modèles démocratiques et des modèles politiques, me donne vraiment l'envie de poursuivre dans un mandat municipal à Paris. Donc au-delà de 2020. L'actualité de Paris, puisqu'on parle vraiment de la capitale, ces derniers jours, c'est la crue de la Seine. Oui. Elle devrait atteindre son pic cette nuit. Vous faites, vous, le lien entre ces crues rapprochées et le réchauffement climatique, définitivement? Je fais ce lien, oui, bien sûr, parce que, vous savez, on a vécu donc la dernière grande crue à plus de 6 mètres, c'était en 1982. En 18 mois, on a 2 grandes crues. Celle-ci devrait être un peu inférieure à celle de 2016. Mais on a un phénomène qui m'inquiète pour la semaine qui vient, qui est la remontée des eaux, puisqu'on a 2, voire 3 nappes phréatiques sous le cours de la Seine, qui sont extrêmement gorgées et qui sont en train de remonter. Donc on risque d'avoir la semaine prochaine, avec en plus un épisode à nouveau pluvieux en milieu de semaine, on risque d'avoir une situation de décrue extrêmement lente, voire même d'impact plus important sur les populations que la crue que nous avons aujourd'hui et qui est relativement maîtrisée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des autorités, des services, des entreprises, ceux qui s'occupent de l'énergie, du chauffage, etc., qui sont vraiment très performants. Au-delà de la gestion de crise, justement, Anne Hidalgo, est-ce que, avec ce nouvel épisode et la fréquence de ces épisodes de crue, vous pensez qu'il faut envisager une sorte de réaménagement, quelque chose du domaine de l'adaptation à long terme de la capitale? D'abord, c'est ce qu'on fait. Vous savez, il y a un chapitre de l'accord sur le climat de 2015 qui est un peu passé inaperçu, mais sur lequel nous, à Paris, nous avons beaucoup travaillé. C'est le chapitre sur l'adaptation de nos territoires au changement de température. Nous avons connu 4 pics de canicule
très très rapprochée et ces 2 épisodes de crues extrêmement importantes. Donc oui, il faut effectivement aller vers plus de perméabilité de nos sols. Paris est une ville qui est extrêmement minérale parce que ça fait partie, y compris de son aspect patrimonial. Donc il nous faut, et c'est pour ça qu'on fait des jardins, qu'on fait partout où on le peut, revenir redonner place à la nature. Et question de financer ça par une nouvelle taxe, puisque les communes maintenant doivent gérer les risques inondations. Est-ce que vous envisagez une nouvelle taxe comme certaines communes le font ? Non, je n'envisage pas particulièrement de nouvelles taxes, mais je pense qu'il y a une refonte, c'est vrai, de la fiscalité des collectivités locales qui doit prendre en compte la question du changement climatique qui nécessite souvent des investissements de long terme, je pense aux infrastructures, mais qui nécessitent aussi des moyens de transition écologique et énergétique très rapide. Je travaille très très bien avec Nicolas Hulot, on est parfaitement en phase sur ce plan-là, mais tout ce qu'on est en train de faire en déclinaison de l'accord sur le climat, à la fois sur la circulation et la baisse de la pollution, mais aussi sur le verdissement de la ville, le fait, vous savez, d'avoir récupéré les quais pour la promenade et plus pour les voitures, ça fait partie aussi de ces éléments de l'adaptation au risque climatique. Justement, sur les voies sur berge, etc., vous avez fait l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment des automobilistes qui ont parlé des bouchons, mais aussi sur la méthode. On écoute ce sonore, si vous voulez bien. Moi, je pense qu'il y a un problème de méthode. J'ai été maire. Je pense qu'il faut davantage concerter les Parisiens sur ce sujet, les Franciliens également, qui sont parfois impactés. Je ne parle pas du fond de la mesure, qui peut marquer une forme d'avance intéressante. Mais une fois de plus, on ne peut pas le faire contre les Français. Et d'autre part, il faudra évaluer. Parce que tout ce que l'on fait dans ce pays doit être évalué, y compris dans les collectivités territoriales, et ça vaut également pour la maire de Paris. Vous allez consulter les Parisiens pour l'arrêt de la voiture D'abord, peut-être répondre à Monsieur Le Cornu, que je suis ravie d'avoir le soutien de Nicolas Hulot et même du Président de la République sur la politique que je conduis. Et là, il est critique. Sur la politique que je conduis, notamment en matière de baisse du trafic et donc de la pollution. Le Président lui-même m'ayant dit il y a quelques semaines de cela, si tu n'avais pas engagé cette politique volontariste, sans doute que notre attractivité en aurait aussi souffert, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la question du climat et de la pollution, une ville attractive dans le monde, c'est aussi une ville qui s'engage résolument sur la question de la pollution, qui est le principal problème. Sur la concertation, peut-être rappeler, puisque tout le monde n'est pas parisien et donc n'a pas suivi les débats internes, que ce projet-là faisait partie de mon projet municipal, que dès 2014, lorsque je suis arrivée, nous avons engagé une très très large concertation avec pas simplement les Parisiens, mais aussi les communes riveraines. Oui, mais pour les voitures. Et qu'à l'issue de cette... voter les Parisiens, là. À l'issue de cette concertation, mais je vais y venir, à l'issue de cette concertation, nous avons fait comme ce que fait d'ailleurs le gouvernement lorsqu'il concerte sur Notre-Dame-des-Landes et qu'il prend la décision, la bonne décision d'ailleurs, de ne pas aller dans le sens de la construction de l'aéroport. À un moment donné, il y a le moment du choix. Donc je n'ai rien fait d'autre que d'ailleurs la méthode utilisée sur les différents grands dossiers écologiques que porte le gouvernement. Du point de vue des mesures de taux de pollution, ce qu'on a pu voir, c'était les rapports de Air Paris, c'est que, en fait, le fait d'avoir des voitures qui roulent là au ralenti pendant qu'il y a des voies complètement inoccupées avec un vélo de temps en temps qui passe tout seul, à ce moment-là, ce qu'on a vu, c'est que les taux de pollution à cet endroit-là n'ont pas baissé. D'abord, il y a eu dans une minute, différents rapports, mais juste, non, ce n'est pas cela. Et bien sûr qu'il faut évaluer. Et nous avons mis en place un comité d'évaluation avec le préfet de police, et les données issues de ce comité d'évaluation sont celles qui font foi. Et vous savez, il faut bien sûr un peu de temps, mais d'ores et déjà, nous avons des résultats extrêmement intéressants et sur la circulation. Mais j'ai décidé, puisque nous sommes en train de voter le plan climat de Paris, c'est-à-dire toutes ces mesures qui prévoient l'adaptation de Paris à horizon 2024, 2030 et 2040, nous allons faire une grande votation citoyenne. Nous allons nous interrompre quelques instants, Anne Hidalgo, et puis on se retrouve tout de suite avec vous. Restez avec nous.
Retour avec notre invitée Anne Hidalgo, la maire de Paris, en direct sur TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Christophe, une autre question sur la pollution. Anne Hidalgo, est-ce que maintenant Paris n'existe pas en dehors de son environnement? On parle du Grand Paris. On a l'impression que les décisions concernant la circulation ne sont pas spécialement concertées avec Valérie Pécresse, qui elle dirige la région. Est-ce que est-ce qu'on ne peut pas arriver à une sorte de concertation où, lorsqu'une annonce est faite, elle a été prise en concertation avec l'autre instance, puisque ça impacte directement les communes de proches banlieues, qui, elles, dépendent de la région? En fait, heureusement que depuis déjà plusieurs années, Paris travaille en concertation avec les communes autour d'elle et que nous avons d'ailleurs une institution qui s'appelle le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, au sein de laquelle nous travaillons avec Patrick Ollier, avec des maires de gauche, de droite. Ce sont les maires qui sont... Non, mais sur la question, par exemple, des Voies-sur-Berge, on n'a pas l'impression qu'il y ait une discussion la question des Voies-sur-Berge est une question... qui venaient de la banlieue. La question des Voies-sur-Berge est une question qui a été décidée à Paris, par les Parisiens. Ça a été porté dans mon projet et nous l'avons travaillé avec nos voisins. Et nous l'avons travaillé. Oui, mais c'est aussi une ville dans laquelle vivent des habitants qui ont droit à respirer un air de qualité. Et on a aussi. Ça fait, mais si on ne fait que déplacer le problème. On a aussi le droit d'aller vers des solutions innovantes. Vous imaginez une seconde que moi, en tant que maire de Paris, confrontée à des pics de pollution terribles que nous avons eus, qui ont un impact sur la santé des habitants extrêmement important. 2500 un embouteillage réduit le taux de pollution. 2500 morts par an à Paris liés à la pollution. Oui, mais expliquez-nous en quoi un embouteillage réduit le taux de pollution. Madame, on va vous donner les chiffres dans quelques mois sur le mois de janvier. Sur cette zone. Et non, les chiffres que je peux vous donner sur Paris, c'est qu'en 10 ans, il y a moins 30% de trafic et moins 30% de pollution. Et que nous allons continuer parce que ceux qui ont essayé, vous verrez, en l'espace entre l'année dernière et cette année, c'est moins 4% de pollution et de trafic en moins. Et nous allons continuer. Il n'y a pas une ville au monde, chère madame, il n'y a pas une ville au monde qui aujourd'hui considère que la question de la pollution ne serait pas liée aux véhicules polluants. Il faut aller vers d'autres mobilités. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien, il n'y a aucun doute. C'est pour ça qu'on parlait de la méthode. Et c'est pour ça que la méthode consiste à poser effectivement les problèmes, à les valider par les habitants, à les discuter à la bonne échelle, Paris et la métropole du Grand Paris. On a un vrai problème. On a un vrai sujet qui est que, contrairement par exemple à des agglomérations françaises comme Nantes ou d'autres, les maires ont un levier de transport immédiat. C'est-à-dire que le maire d'une ville, grande ville, métropole, régionale, qui décide de fermer, ce qu'ils font tous, leur centre-ville à la circulation automobile polluante, il a en main lui-même le levier des transports publics. Ce que nous n'avons pas, ni moi, ni Patrick Ollier au sein de la métropole du Grand Paris. Nous sommes effectivement tenus de discuter avec la région Île-de-France, qui, par exemple, a refusé deux choses. Donc, il faudrait que vous posiez la question à Valérie Pécresse. Pourquoi a-t-elle refusé de donner la possibilité à la métropole du Grand Paris, pas à la maire de Paris, à la métropole du Grand Paris, de mettre en place des aides financières, comme je l'ai fait à Paris, pour permettre aux commerçants, aux artisans de changer de véhicule, pour passer du véhicule polluant à des véhicules propres. Pourquoi la métropole du Grand Paris n'a-t-elle pas le droit, puisque la région le lui a refusé, de mettre en place des aides alternatives pour les 7 millions d'habitants de la zone dense? Donc il y a un problème qui, je l'espère, pourra être résolu dans le cadre de la réforme qu'a entrepris Emmanuel Macron sur le Grand Paris. Lorsque je suis allée le voir, je lui ai dit, voilà, la clé pour la région et pour la métropole, ce sont les transports. Et il faut que ça marche de façon beaucoup plus fluide entre ceux qui sont les opérateurs désignés par la loi, la région, en matière de transport, et ceux qui sont les maires qui ont besoin d'agir contre la pollution dans leur ville. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir non pas une responsabilité totale directe sur les transports, mais que la métropole du Grand Paris ou Paris puisse avoir, alors qu'on finance énormément, Paris finance 388 millions d'euros pour tous les transports de l'Île-de-France, et je n'aurais pas le droit de m'occuper de la pollution dans Paris. Oui, mais Anne Hidalgo, est-ce que vous n'allez pas trop vite, par exemple, interdire la voiture dans Paris
diesel dans un premier temps, puis moteur. Est-ce que les solutions alternatives existent vraiment? Vous parlez des transports, mais on sait qu'ils sont vieillissants, ils sont chers. Il y a des difficultés en ce moment avec le Vélib, avec Autolib, qui eux aussi ont vu des forfaits augmenter. D'abord, il y a une urgence climatique. Ceux qui ne l'ont pas compris, ceux qui pensent qu'on a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans pour agir, se trompent. Vous êtes dans l'urgence? Nous sommes collectivement dans l'urgence. Dans l'urgence. Nous avons 4 ans, à peine 4 ans, pour essayer de réinverser le cours des choses, notamment en matière de pollution et de réchauffement climatique. Regardez très vite, les particuliers, ils sont déjà sollicités. Alors, ils sont en train là, ils ont dû déjà changer de voiture là pour se mettre aux normes. Dans 12 ans, il faut qu'ils rechangent parce que la norme, elle change encore. En fait, ce qu'il faut, c'est se donner effectivement le bon temps pour l'industrie automobile. 13 ans pour l'industrie automobile, c'est bien. Je travaille avec eux. Vous savez, je travaille avec la Fédération internationale automobile, avec Jean Todt. Je travaille avec les grands constructeurs français qui ont compris, et étrangers, qui ont compris que l'enjeu pour les constructeurs demain, ce n'est pas simplement de fabriquer des véhicules, mais de s'intéresser à la mobilité et la mobilité dans les villes. Donc nous sommes déjà engagés sur ce chemin-là. Nous avons à Paris, je parle Paris, la ville, le centre, le meilleur réseau de transport au monde, mais très sollicité, très utilisé, puisque forcément, si on utilise moins sa voiture, et il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui va au travail en voiture, il faut connaître ces chiffres. Donc bien sûr qu'il faut mettre beaucoup de moyens sur non seulement les transports existants, mais le Grand Paris. Moi, je crois beaucoup au Grand Paris Express, c'est-à-dire à ces lignes de métro qui vont permettre, sur une zone qui est de 7 millions d'habitants quand même, ce cœur dense de l'agglomération, d'améliorer la qualité des transports publics, parce que ça passe par les transports. La lutte contre la pollution. Une question très courte. Est-ce qu'un jour, il y aura un péage? Il se peut qu'il y ait, alors je pense, s'il y a un jour un péage, d'abord ça ne doit pas être un péage sur le mode, ceux qui peuvent payer rentrent et ceux qui ne peuvent pas payer restent dehors. Parce que ça a été fait à Londres et ça a marché un premier temps, puis après finalement les gens prêts à payer étaient beaucoup plus nombreux. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait, s'il y a un péage, ça peut concerner des poids lourds, ça peut concerner des véhicules qui aujourd'hui traversent le cœur de l'agglomération. Je ne parle même pas de Paris, je pense que s'il y a un péage, c'est à l'échelle de l'agglomération. Vous savez, quand on prend des mesures du Grand Paris, quand on prend des mesures, par exemple en matière de restriction de la circulation parce qu'il y a des pics de pollution, c'est sur 22 communes autour de Paris que ça se prend. C'est pas à l'intérieur de Paris. Donc je pense que si on va vers des systèmes qui font payer quand même les pollueurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette quand même de toucher, de concerner les véhicules les plus polluants et de pas faire une discrimination simplement économique. Imaginez la personne qui vient visiter quelqu'un à l'hôpital qui a besoin de prendre sa voiture, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas elle qu'il faut aller taxer. On va arrêter sur la question de la pollution, si vous voulez bien. On va poursuivre cet entretien. Je voudrais que vous regardiez ce document que je vais commenter pour nos auditeurs. C'est une photo de Philippe Rochaud. Il a été ancien grand reporter à France Télévisions. Il a couvert beaucoup de conflits dans le monde. Et il y a 3 jours, voici son regard sur Paris. C'est évidemment la crue. Et on voit une personne en grande précarité, un SDF, qui pousse ses affaires dans un caddie. Il y a un problème avec les SDF à Paris aujourd'hui. Vous avez lancé une initiative pour les dénombrer. On ne sait pas combien ils sont. Pourtant, ils sont là. Et puis, il y a eu toutes ces polémiques concernant le fait qu'il y avait des aménagements, notamment de mobilier urbain, pour les empêcher de rester dans la rue. Je pense qu'on n'est pas la ville la moins accueillante pour les personnes en difficulté. On a, il faut le rappeler, et c'est normal, Paris, je dis souvent à mes interlocuteurs, quand vous êtes une grande ville qui attire tous les gagnants de la mondialisation, c'est le cas de Paris, il faut vous attendre aussi à attirer des femmes et des hommes qui viennent chercher la protection parce qu'il y a de la lumière. Donc on n'est pas une ville attractive, elle est attractive sur les 2 plans. Elle attire ceux qui vont bien et elle attire ceux qui vont moins bien. Voilà, qu'ils soient des exclus de nos propres systèmes ou qu'ils soient des femmes et des hommes comme les réfugiés, les migrants qui viennent chercher refuge depuis très très loin. Donc Paris est une ville qui, déjà en Île-de-France, est celle qui compte le plus
de places d'hébergement d'urgence. Nous avons 10 000 hébergements mais d'urgence. quand on voit ce document, cette image, on se rend bien compte je vais y venir. C'est dramatique et il y a un énorme problème. Ouais. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est une compétence de l'État quand même, l'hébergement d'urgence et l'accueil des migrants. Mais la ville de Paris, sur son propre budget, vous savez, nous dépensons 2 milliards d'euros par an, ville de Paris, sur le budget de la ville de Paris, sur l'ensemble de nos budgets de solidarité. Pas simplement SDF et migrants, mais quand même. Nous avons mis en place énormément de lieux d'hébergement d'urgence. C'était montré dans votre reportage initial. J'ai pris la décision, pour ne pas laisser le chaos, ces femmes et ces hommes dans des situations inacceptables, inadmissibles sur les trottoirs parisiens, de créer 2 centres de réfugiés, un au nord de Paris à La Chapelle et un autre pour des femmes, des enfants et des familles à Ivry. Oui. Donc nous avons fait et nous continuons à faire beaucoup. Aujourd'hui, très Anne clairement... Hidalgo, une question. Puisqu'on le mentionnait tout à l'heure, la nuit de la solidarité, vous avez décidé d'effectuer un décompte, une sorte de recensement. Ça veut dire que vous allez comptabiliser à la fois les SDF et les migrants et pour offrir un hébergement aux 2 catégories. D'abord, c'est quelque chose qui vient de l'expérience d'autres maires à l'étranger. C'est à New York. C'est Michael Bloomberg, ancien maire de New York et grand businessman, qui a imaginé cette méthode pour dénombrer le nombre de personnes à la rue. Nous avons besoin de le faire et nous le faisons avec les associations, bien évidemment. Et j'ai lancé un appel au bénévolat aussi, aux volontaires. Ce sera la nuit du 15 février. Il y aura, juste avant d'aller dans la rue dénombrer les personnes, bien sûr, une charte déontologique signée par chaque volontaire et chaque personne s'engageant. Et ce sont les associations et les professionnels de l'urgence qui vont nous accompagner pour faire ce point de situation. Je souhaite qu'on puisse faire ce point de situation parce qu'il faut partir du réel. Un maire, ça part du réel. Un maire, ça construit des solutions toute la journée et des solutions sur des sujets que personne n'a encore essayé de régler. Je dis souvent, nous les maires des grandes villes-mondes, nous sommes en première ligne de front de la mondialisation, pour le meilleur et pour ce qu'il y a de pire. Et donc, cette méthode-là, elle va nous permettre de voir quelle est la situation réelle et bien sûr, après, de pouvoir discuter avec l'ensemble des autorités sur ce que nous devons faire. Il y a des tas de choses à faire et je suis d'accord sur des co-développement. Parce que, par exemple, on sait que le centre d'accueil des migrants du nord de Paris est insuffisant. Qu'est-ce que vous projetez pour arriver à une capacité d'accueil réelle ? D'abord, juste quand je dis il y a des tas de choses à faire, y compris dans les pays qui sont à l'origine de ces migrations, je suis d'accord pour travailler sur le co-développement et en tant que maire, présidente de l'Association internationale des maires francophones, je le fais avec beaucoup de maires. Je pense notamment à l'Afrique, qui est quand même le continent sur lequel les migrations sont les plus importantes. Mais ici, chez nous, je crois que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est que les autorités gèrent cette situation avec humanité et avec responsabilité. Ça ne veut pas dire, j'entends souvent, oui, mais c'est l'appel d'air. Non. Ce que nos concitoyens ne supportent pas, c'est le chaos. Et de voir des responsables politiques qui leur disent, parce qu'on a peur de faire monter l'extrême droite, on ne va pas en parler. Ou on va laisser la chose comme ça, parce que si on fait quoi que ce soit, ça va être l'appel d'air. Anne Hidalgo, le centre de La Chapelle, le centre d'accueil de La Chapelle, il aurait pu être un exemple. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a même des organisations humanitaires comme Médecins du Monde et d'autres qui s'en retirent parce qu'ils estiment qu'ils dénoncent ce qu'ils appellent une ingérence négative de l'État dans cette structure. En fait, quand on a monté le centre de La Chapelle, les choses ont été très claires. Ce n'est pas un centre dans lequel les autorités publics chargés de vérifier le droit au séjour pouvaient y exercer cette vérification. Ils ne font toujours pas. Moi, j'ai toujours dit, je souhaite qu'on accueille les personnes. D'abord, c'est pas écrit sur leur tête. S'ils sont réfugiés, migrants, s'ils ont fui leur pays parce que c'était la guerre. Et vous avez posé la circulaire Collomb, alors, Anne Hidalgo. Je vais y revenir. S'ils ont fui leur pays parce que c'est la misère qui a précipité dans la guerre ou l'inverse ou les changements climatiques, ça ne se voit pas sur leur tête. Et j'ai toujours dit, vous savez, j'avais discuté il y a quelques années avec l'ancienne maire de Bangui, au pire moment pour la capitale de Centrafrique. Elle m'avait dit, tu sais Anne,
Quand les gens n'ont pas pu dormir, manger, qu'ils sont à même le sol, dans la peur permanente, comment tu peux leur demander de réfléchir à leur avenir? Ils sont dans l'instant d'après. Et donc, ce que j'ai Mais là, vous allez organiser un décompte avec des formulaires à remplir. Alors, le centre d'hébergement que nous avons organisé est un centre qui avait vocation à permettre de dormir, de manger, de se laver, de voir des médecins, et toutes les associations nous ont beaucoup aidés. Ensuite, les personnes qui pouvaient aller vers le droit d'asile, au regard du droit d'asile très restrictif, notamment dans la version française, pouvaient y aller. Là, nous sommes confrontés à une situation nouvelle, qui est notamment issue d'une approche nouvelle, et avec cette circulaire très largement critiquée par les associations. Moi, je rejoins le point de vue des grandes associations humanitaires qui se sont exprimées sur cette circulaire. Je pense qu'on peut faire autrement et on doit faire autrement. Je l'ai dit c'est une circulaire qui permet de vérifier la situation des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Ce qui est quelque chose de choquant pour beaucoup, et des professionnels publics et des associations qui sont souvent gestionnaires de ces centres. Je pense qu'on doit faire autrement. Bien sûr qu'il y a un sujet européen, que la question des Dublinés, puisque c'est ça un des sujets, est un sujet qui doit être... Ces migrants qui sont enregistrés... ils sont enregistrés... Dans un premier pays... En général, c'est la Grèce, ou l'Italie, l'Allemagne un peu, et après, une fois qu'ils sont enregistrés à cet endroit-là, c'est là que doit se faire toute leur démarche. Mais le statut de Dublin a été fait à une époque il va être remis en cause, probablement. Et il faut le revoir, et que chaque pays prenne sa part, franchement. La part de la France par rapport à celle de l'Allemagne ou de l'Italie, on peut en reparler. Donc je crois que nous devons organiser les choses. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réquisitionner des logements vacants, par exemple. Il y en a 26% de logements vacants dans le centre de Paris. Comment on fait? Ce ne sont pas des logements vacants, ce sont des logements qui ont été mis en Airbnb, c'est encore un autre sujet. Non, il y en a aussi des logements vacants. Non, ce que j'ai proposé, et d'ailleurs l'été dernier, avec des associations, avec pas mal de personnalités, j'avais fait une proposition de loi. Je ne suis pas parlementaire, mais je me suis dit, voilà, de mon expérience de maire et de celle des associations qui m'entourent, traduisons dans un texte législatif quelque chose qui pourrait être une des pistes de solution. Ce texte est toujours d'actualité. Et moi, je proposais notamment qu'il puisse y avoir, notamment sur les parcours de migration. Il y a un parcours qui vient du sud, de l'Italie, et qui monte le long de la vallée du Rhône. Il y a l'Est, parce que nous sommes confrontés à notamment l'arrivée d'Afghans, de personnes de nationalité afghane, que l'Allemagne ne prend pas comme demandeurs de droit d'asile et qui viennent tenter leur chance ici à Paris. Et bien sûr, la partie votre solution, qui borde la Manche. La solution serait qu'il y ait à ces endroits-là des centres humanitaires, comme ceux que nous avons faits à Paris, à Ivry et à La Chapelle, pour que ce soit des lieux déjà d'accueil, d'examen de la situation et d'examen, y compris sanitaire, des personnes. Et que ça fait des années que cette crise est entamée. Ça fait depuis 2015. Vous avez raison, que je dis, je le redis. Je pense que les citoyens attendent des politiques la vérité et qu'ils gèrent une situation qui ne peut pas être le chaos. Moi, je ne peux pas me résoudre à voir toutes ces femmes et ces hommes dans les rues de Paris. Anne Hidalgo, je ne peux pas me résoudre à cela. Vous parlez de gérer le concret. Je voudrais vous faire écouter cette réaction de Valérie Pécresse, qui avait supprimé l'aide au transport aux sans-papiers bénéficiaires de l'aide médicale d'État en 2016. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif. Elle fait appel et on l'écoute. En 2015, j'ai pris l'engagement de supprimer les 75% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière dans les transports en Île-de-France. Cette mesure, qui avait été décidée par la précédente mandature socialiste, était une véritable prime à l'illégalité. Aujourd'hui, le tribunal administratif a décidé d'annuler cette décision. Je fais appel parce que la loi n'est pas claire et je demande au gouvernement de clarifier cette loi et de mettre ses actes en conformité avec ses paroles. Si les étrangers en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester en France, eh bien, ils n'ont pas vocation à avoir le droit
au transport quasi gratuit. Anne Hidalgo, une réaction? Vous pensez bien que je suis très opposée. D'ailleurs, je salue la décision du tribunal administratif. C'est le droit, bien évidemment, de Valérie Pécresse de faire appel de la décision au Conseil d'État et au chef de l'État. Moi, je pense que nous devons être... bien sûr, il n'y a pas de naïveté et tout ce discours consistant à dire chaque fois qu'on tend la main à une personne en difficulté qui est venue chercher refuge ou un meilleur avenir en France, certains nous expliquent que c'est l'appel d'air terrible et qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir autrement. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je soutiens le gouvernement lorsqu'il discute avec les pays qui sont les pays à l'origine de ces migrations. Mais en même temps, régler la situation en quelques mois parce que vous avez engagé un travail avec les grandes villes, notamment les grandes villes africaines avec lesquelles nous travaillons, on n'aura pas de solution. Moi, je suis une pragmatique et c'est aussi par souci de pragmatisme, par exemple, qu'il ne faut pas retirer l'aide médicale aux étrangers en situation irrégulière parce que ne serait-ce... Alors, on peut être humaniste comme je le suis et par altruisme aussi s'engager dans ce type de cause. Mais pour ceux qui ne sont ni humanistes ni altruistes, eh bien faites-le au moins par intérêt pour vous parce que si on laisse des personnes dans ce type de situation, ça se retournera aussi un jour, notamment sur le plan sanitaire. Donc voilà, je pense qu'il faut... Nous sommes confrontés à la plus grande crise migratoire que l'Europe ait vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, à situation exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Et il ne faut pas mentir aux citoyens français. Cette crise, elle va durer. Voilà. Et on a l'impression que la ville renvoie vers la région vers non, vous ne pouvez pas dire ça. Vers l'État, non, vers la non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a quand même un jeu non, vous ne pouvez pas dire ça parce que... Non, je ne vous laisse pas dire ça, je ne suis pas d'accord. La situation va durer et donc parce qu'elle va durer, il faut y mettre des moyens exceptionnels. Mais la ville n'a jamais renvoyé la responsabilité aux autres. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le centre humanitaire dans le nord de Paris et celui d'Ivry, j'ai dit même si l'État ne vient pas, je le fais quand même. Donc excusez-moi, mais là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Très rapidement, on arrive à la fin de cet entretien. Les Jeux Olympiques à Paris, il y aura encore des gens qui dormiront dans la rue ? J'espère que non, voilà, et j'espère que justement cette responsabilité, vous savez, on a réussi à... On les aura juste déplacés ou non, on aura trouvé des solutions? Voilà, moi je me suis engagée en politique et ce que j'aime dans la fonction de maire qui est la mienne, c'est aussi de trouver des solutions concrètes et de ne pas déplacer les problèmes. J'ai jamais été pour les arrêtés qui vous déplacent, la mendicité, la prostitution, je ne sais quoi. J'ai toujours été pour que lorsqu'il y a un problème, on trouve des solutions. Le problème est énorme. Le problème est très difficile. Et en plus, avec une opinion publique qui, en Europe, est travaillée par les mouvements populistes. Et je comprends que les dirigeants puissent avoir peur de cela. Mais il faut affronter les réalités. Une dernière question très courte, mais 2024, les JO, puis 2025, finalement, pas d'expo universelle. Vous le regrettez ? Je ne le regrette pas. Pour tout vous dire, je me suis engagée dans l'Expo universelle parce que ça me paraissait important, bien sûr, d'être solidaire. Mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Je suis plutôt d'accord avec la décision qui a été prise par le gouvernement. Soulagée ? Non, pas soulagée. Paris était très peu concerné, en fait, par l'Expo, puisque elle se déroulait pas tout près de Paris. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ceux qui ont à choisir sur les expos universelles nous avaient plutôt demandé de faire différemment. Bon, bref. Anne Hidalgo. Mais je pense qu'il faut être raisonnable et responsable et je soutiens la position du gouvernement sur l'expo. Dernière question d'actualité, un petit regard vers l'Espagne, un pays que vous connaissiez bien. Oui. Madrid, ce matin, a rejeté l'investiture potentielle de Carles Puigdemont. Est-ce que Madrid n'a pas une responsabilité? Vous vous êtes manifesté contre cette tentative de sécession. Mais est-ce que Madrid n'a pas une responsabilité? Parce que comment on va sortir de cette crise? Ça va être très compliqué. La première très court, il nous reste... D'abord, je pense qu'à au moment de l'histoire dans laquelle nous sommes, il faut plus d'internationalisme et d'Europe que de nationalisme. Je ne suis pas une nationaliste. Je n'ai jamais considéré, même si la culture catalane, la langue catalane, qui est une vraie langue, c'est pas un dialecte, c'est une langue, doit être vraiment confortée, et notamment dans les institutions espagnoles. Je ne suis pas pour
l'indépendance. Et je pense que, bien sûr, la situation est difficile. Il y a des responsabilités de part et d'autre. Il y a un premier échec qui était la réforme de la Constitution qui avait été tentée en 2006, qui n'a pas pu aboutir parce que les juges l'ont annulée et qui aménageait quand même un statut à la Catalogne. Donc voilà, j'espère que l'Espagne et la Catalogne s'en sortiront. Moi, je m'exprimerai toujours pour aider. Merci beaucoup. Merci Anne Hidalgo d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie et de Christophe. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.